Salut les copains. Et ben me voilà dans la zone industrielle de Whitehorse, en train d'essayer d'endormir ce petit bébé, qui ne s'endort pas d'ailleurs. Ça fait 25 minutes que je suis parti du camping-car pour essayer de trouver ce fameux disjoncteur qui nous manque, un peu plus puissant que le 30 ampères qu'on a pu trouver la dernière fois. Mais j'ai fait 2 magasins électriques différents, spécialisés. Le premier m'a renvoyé vers le deuxième. Mais à part en commande, ils ont pas ça en stock, les simples comme ça en 40 ou 50 ampères. Donc malheureusement, on va peut-être essayer de faire 100 pour l'instant. Parce que la livraison, ça nous obligerait à attendre encore 4 ou 5 jours ici. Ça nous coûterait le double du prix du disjoncteur, soit une centaine de dollars. Donc je pense qu'on va s'en débrouiller comme ça pour l'instant. Voilà, alors je continue ma petite marche de retour maintenant. Peut-être que ce bébé finira par s'endormir. Hein, tu veux pas? T'as l'air bien pourtant. Bah non, tu veux pas. Voilà, bon, on continue nos pérégrinations. Victoire! Bon, ça y est, nous revoici sur notre bivouac adoré. Le petit détour est terminé. Ouais, on a passé la journée à Whitehorse, après la petite séquence que vous venez de voir. Et finalement, on a continué de chercher des disjoncteurs 50 ampères qu'on n'a pas trouvé, ou 40. En fait, il y a tout à fait possibilité d'en commander, mais il y aurait une semaine de délai. Donc finalement, on s'est dit, c'est pas la peine de faire ça tout de suite et de se bloquer. Pour l'instant, on a une solution qui fonctionne avec le disjoncteur 30 ampères. Ça nous empêche seulement d'utiliser nos appareils les plus énergivores, comme le micro-ondes, mais en même temps, ça faisait des années qu'on n'en avait pas de micro-ondes, on l'utilise que très peu, donc c'est pas très grave. Et en plus, sinon il nous reste toujours la possibilité de l'utiliser en fait comme à la méthode américaine, je dirais, comme les VR sont prévus initialement avec le groupe électrogène. C'est juste que nous, en fait, on n'utilise jamais le groupe électrogène. Rarement. Sauf en cas d'extrême besoin, mais en plus on n'aime pas ça. Non. Bref, donc ça fonctionne. Et on s'est dit qu'on s'occuperait d'en trouver un plus puissant pour remettre l'installation pour qu'elle refonctionne comme avant, après. Plus tard. Après l'Alaska, je pense, parce qu'après l'Alaska, on ne courra plus. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des délais quand même un petit peu serrés, parce que vous le savez, notre visa américain se termine le 17 août. Oui. Donc on ne peut pas encore se permettre de perdre des semaines. Il ne va plus nous rester de temps. Alaska, ce serait dommage. C'est ça, on va devoir courir pour faire tout ce qu'on veut faire en Alaska. Donc ce serait un peu dommage, effectivement. Déjà là, on est un peu juste, mais c'est comme ça. À force de prendre du retard. C'est comme ça. Après, quand tout est fini comme ça, là, on n'aura plus qu'une chose à faire, là, c'est rouler, explorer et puis partager. Et puis profiter. Et puis, s'il y a un secteur qu'on n'arrive pas à faire, tant pis, on verra bien. Enfin, on va pas se prendre la tête, c'est pas grave. En tout cas, cette petite histoire de disjoncteur n'est peut-être pas arrivée... Comment dire ça ? Comment m'exprimer sur le sujet ? Je veux dire que c'est peut-être pas arrivé pour rien, parce que ça nous a permis de faire marche arrière. Attends. Je pensais pouvoir enlever mes lunettes, mais en fait, ils restent juste au-dessus de la montagne. Donc je disais, ce petit problème de disjoncteur nous a fait faire marche arrière, Ouais. et peut-être pas pour rien. Alors, on vous confirmera, mais Manao a quelques boutons qui ressemblent beaucoup à des boutons de varicelle. Vous savez, ces boutons vraiment spécifiques. Du coup, hier, on en a profité pour consulter. Au final,
il en est arrivé à la même conclusion que moi, que pour l'instant, il n'avait vraiment pas grand-chose, mais que ça ressemblait vraiment à des boutons de varicelle. Un début en tout cas. Un début de varicelle, donc il nous a dit, comme je le savais, qu'on serait rapidement fixé, puisque normalement ça sort quand même assez vite. Donc je m'étais imaginé que ce matin, au réveil, on serait vraiment fixé, qu'il en aurait peut-être partout. Mais pas encore. Alors il en a, je sais pas, une dizaine en fait sur visage et tête, et il en a un dans le dos, un sur une jambe. Donc c'est vraiment ultra léger pour l'instant. Il n'a pas de fièvre, il n'est pas ronchon, il se gratte pas. Non plus. Après, à cet âge-là, il va avoir du mal. Je me souviens, Saona avait à peu près le même âge lorsqu'elle a fait la varicelle. Et c'était à mourir de rire parce que des fois, elle se grattait, mais elle se grattait à côté des boutons. Elle ne maîtrisait pas, c'était vraiment très marrant. Du coup, pourquoi je disais que c'était peut-être une bonne chose? Parce que ça nous a permis de consulter, même si ce n'était pas complètement nécessaire, mais c'est parce que surtout, je voulais savoir quels produits ils utilisaient au Canada pour la varicelle. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir une réponse claire. En fait, apparemment, c'est pas du tout comme en France où on utilise souvent du citélium. Je sais que Saona avait une préparation directement à la pharmacie. Préparée par le pharmacien. Pour les garçons, on avait utilisé du citélium. Ici, ça n'existe pas. Du coup, on a fait plein de pharmacies et j'ai réussi à trouver un produit un peu... Toutes les pharmacies de Whitehorse, en fait. Toutes les pharmacies de Whitehorse. Et on a réussi à trouver un produit Aven qui a les mêmes propriétés un petit peu, vous savez, pour assécher, mais aussi apaiser, pour éviter que ce soit hyper désagréable pour l'enfant au niveau des démangeaisons. Donc, j'ai commencé à lui en mettre sur les petites... je crois que c'est des vésicules. Ouais, ces bon, boutons-là. Quoi. Ouais. J'ai commencé à lui en mettre sur les petits boutons qu'il a dans la tête, etc. Mais au moins, si jamais ça s'amplifiait et que c'était bien confirmé que c'était une belle grosse varicelle, on aurait ce qu'il faut pour intervenir sur les boutons. Parce qu'un petit peu de Doliprane, ce genre de choses, on a toujours. On a plein de choses dans notre trousse à pharmacie quand même, mais assez générale. Et on n'avait pas prévu de prendre des choses pour la varicelle. Mais pas du tout. J'avais pas du tout prévu. Si c'est ça, ce sera fait. C'est pas grave. On l'a tous déjà fait, toute cette maladie infantile. Donc, ça ne nous fait pas peur, en tout cas. Non. Bon, on vous dira ça dans les prochains jours. Si vous le voyez, ça commence déjà avec plein de points blancs partout sur les boutons, voilà. Voilà, donc Whitehorse, c'était finalement recherche de disjoncteurs, ensuite pharmacie et ensuite une grosse session laverie automatique, 3 heures. Hier, j'en suis arrivée à la conclusion que peut-être, il faudrait qu'on change cette façon de faire. Parce que comme c'est une contrainte et qu'on n'aime pas se passer du temps à la laverie, on a tendance à attendre que le panier déborde, mais déborde comme ça, plus. Donc là, on fait plein de machines. Y aller, là. Donc là, on n'a plus le choix. Il faut y aller, mais finalement, c'est vraiment hyper long, hyper contraignant. Peut-être qu'il faudrait qu'on y aille plus régulièrement avec des petites machines. C'est-à-dire une fois par semaine, ça serait peut-être déjà bien, quoi. Ça nous semblerait peut-être moins contraignant. Ouais. Bon, sinon... Next, on passe à la suite du voyage et il y a une question qui revient souvent. Alors on va remettre en place, vous savez, cette petite séquence, on répond à vos questions. Alors c'est parti, on répond à vos questions. Alors la question qui est revenue quelques fois ces derniers temps, c'est comment fait-on si jamais on rencontre un ours? Est-ce que ça nous limite dans les randonnées que l'on veut entreprendre? Est-ce que nous avons peur? Est-ce qu'on a peur? Et sur les bivouacs comme ça, est-ce qu'on a des chances de rencontrer un ours? Voilà, c'est un peu une question qui en regroupe plusieurs finalement. Ça concerne les ours d'une manière générale. Alors, est-ce qu'il y a des chances d'en rencontrer un? Oui. Alors, pour notre expérience, pour le moment, nous n'en avons rencontré qu'au bord des routes. Donc, aucun risque. Ils font leurs petites affaires. Nous, on s'arrête pour les observer et on repart. Et en fait, ils font leur vie. Mais effectivement, on est quand même un peu avisé sur le sujet, puisqu'on s'est renseigné quand même pas mal. Forcément, si ça nous arrivait. Donc, vas-y, je te laisse... Alors, ça ne nous fait pas spécialement peur. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de règles qui sont des règles de bon sens, j'ai envie de dire. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on a fait des parcs dans lesquels il était tout à fait possible d'en rencontrer. Du coup, on a eu l'occasion de lire plein de fois les recommandations qui sont dans les petits magazines des parcs nationaux ou tout ça. Déjà,
Les premières règles, c'est de rien laisser traîner au niveau de nourriture sur votre bivouac, de ne rien jeter même dans le feu, quelque chose qui serait tombé par terre, un aliment, de le mettre dans le feu. Ça par exemple, c'est à proscrire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On ne laisse pas traîner sa plaque de barbecue sur le... Grasse. Oui, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait par des voyageurs non avisés en se disant je reste plusieurs jours, je mets en place mon réchaud à l'extérieur, je mets ma grille sur le barbecue ou ce genre de choses. Ça non, ça vous ne pouvez pas en fait. À chaque fois, il est demandé de ranger toutes les affaires dans les parcs. Ils autorisent quand même à ce que vous laissiez votre table et vos chaises, par exemple, même pour la nuit, mais rien qui aurait été en contact avec de la nourriture, parce que ça pourrait les attirer, les faire venir. Alors le risque, en plus, c'est pas trop la confrontation avec l'humain, c'est aussi de les habituer à manger. Se rapprocher déjà des bivouacs et des campings. Et trouver des goûts, en fait, qui sont déjà pas très bons pour eux, mais en fait, en général, ils les apprécient. Donc après, ça les encourage à revenir et à avoir un comportement dangereux, en fait, avec le temps. Pas seulement agressif, je voulais dire par là dangereux, dans le sens où ils vont assimiler que près des camping-cars, il y a des trucs sympas à manger, donc finalement, tout le temps venir près des camping-cars et tomber sur un ours en sortant de son véhicule deviendra plus possible, en fait. Voilà c'était dans ce sens-là, en fait, ce que je voulais dire. Donc voilà, première chose, c'est vraiment des règles comme ça. Lors des randonnées, pouvons-nous tomber sur un ours? Oui, bien sûr, c'est possible. Maintenant, en général, on reste quand même un prédateur pour les ours. Donc, quand ils peuvent nous éviter, s'ils nous entendent arriver tout ça, ils vont prendre la tangente et ils vont pas venir devant nous. Ce qui se passe... C'est pour ça que nous, on a peu de chance de rencontrer en randonnée parce que on est nombreux, on fait souvent du bruit, on discute. On voyage avec des enfants? On voyage avec des enfants qui jouent, qui parlent. Donc on a quand même moins de chances de tomber sur un ours. La toute première fois, c'était en 2018, lorsqu'on était à Banff. On était allé voir les rangers pour que justement, ils nous expliquent comment réagir si on était face à un ours. Et je me souviendrai toujours de la réaction du ranger. Il nous a regardés, il a dit « Ce sont vos enfants ?» On dit « Oui ». Il dit « Vous n'en verrez pas ». Quand il avait jugé avec nos 3 enfants qui étaient en train de parler, de jouer dans le Visitor Center, il nous a dit « Vous n'en verrez pas ». Alors ensuite, on avait quand même discuté avec lui, mais voilà, ça... minimise. Ça confirmait de rencontrer un ours. Ouais, et puis ça confirme en fait que si on fait du bruit et tout ça, il y a peu de chance. Alors ce qui se passe souvent dans les rencontres, en général, c'est parce que l'ours va être surpris. Parce que le vent est dans le mauvais sens, vous êtes tout seul, vous êtes par exemple en vélo. Tout seul, vous parlez pas. Ou en vélo, vous arrivez vite. Vous arrivez vite, vous prenez un virage, il vous a pas entendu, il vous a pas senti. Et au virage, vous tombez sur l'ours, là il pourrait se sentir agressé et avoir une réaction un peu agressive. Ça, ce serait possible. Nous, on ne se déplace pas en vélo, on est plutôt bruyant, puisque forcément on est 6. Il y a quand même peu de chance. Cependant, il est quand même conseillé d'avoir une bombe à ours. Voilà, c'est ça. C'est un spray de poivre en fait. Qui s'utilise, vous le pulvérisez, c'est vraiment en cas de confrontation, si l'ours est vraiment agressif. Et ce n'est que pour les ours. Ça s'utilise à une distance maximum de 5,50 m. Donc il faut déjà être assez proche et qu'il ait commencé à venir. Mais en rando, on l'a. En cas de besoin, normalement, elle fera son travail, on l'utilise et il va reculer. Après, c'est pareil. Il y a d'autres recommandations. Il n'y a pas que la finalité qui serait d'utiliser la bombe à ours. Là, ce serait vraiment en dernier recours et ça voudrait dire qu'il est très proche, voilà. Et ça voudrait dire qu'il est agressif. Voilà. Et ça, c'est même pas sûr parce qu'en cas de, on se retrouve face à un ours. Donc il y a une règle de base, c'est de pas partir en courant. On ne court pas devant l'ours. C'est la même règle pour tous les animaux sauvages, je crois quand même. Enfin, ceux qui peuvent être dangereux pour l'homme, en tout cas. Je suis pas sûre. À mon avis, parfois, il y a des fois où il faut prendre ses jambes à son cou et partir. Je pense en Afrique, peut-être que des fois... Ça incite quand même à ce que l'animal te poursuive. En tout cas, là, sur les ours, ils disent bien de ne pas partir en courant. Première chose, c'est de garder son calme, de reculer doucement et de voir son comportement. Parce qu'il n'a pas forcément de raison pour qu'il soit directement agressif envers nous. C'est ce que j'allais dire. La plupart du temps, il va continuer ses petites affaires ou faire demi-tour et s'éloigner de lui-même, en fait. Exactement. Donc, est-ce que nous, c'est une grosse crainte? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire sinon? On n'a pas fini.
si jamais on rencontre un ours, qu'il est là. Après, vous pouvez trouver, en fait, vous pouvez aussi trouver toutes des recommandations dans les parcs nationaux ou sur internet également par rapport à la position de ses oreilles. Il peut être surpris, après il n'est pas forcément agressif, donc il y a certaines choses à faire. S'il commence à devenir agressif, à un moment peut-être va falloir vous montrer plus impressionnant que lui. Faire beaucoup de bruit, agiter des gros les bras. bruits, si possible peut-être ramasser un bâton pour se grandir, être plus grand, Mettre le papa devant. faire des grands gestes, pas si t'as Manao. Faire des grands gestes. Enfin voilà, il y a comme ça quelques étapes qui sont complètement détaillées sur internet parce qu'on n'est pas du tout des professionnels. Donc si vous venez dans le secteur, moi je vous conseille, allez prendre contact avec un ranger, regardez les recommandations, voilà. En dernier recours, s'il y a une confrontation, on peut aussi faire le mort. On peut aussi faire le mort, ouais. Ça, voilà. C'est vraiment en cas de confrontation très proche, qu'on n'a pas eu le temps de sortir la bombe de poivre. Ou alors on l'a utilisé, mais comme des bleus, et on était à contrevent, et à part se la mettre dans la tête, l'ours n'a rien reçu. Ça me rappelle le boulot, ça. Parce que bon, il faut quand même aussi savoir que pour l'utiliser, il y a 2-3 recommandations. Donc je disais, c'est 5,50 m. Mais si possible, il faudra aussi faire attention au vent. Parce que s'il y a un gros vent, que vous êtes comme ça, ça peut être une mauvaise idée. Mais vraiment, pour moi, la meilleure chose à faire, si vous venez en voyage dans le secteur, c'est d'aller voir des professionnels pour avoir toutes ces infos, chose que nous avions faite en 2018, chose que nous avons refaites ces fois-ci. C'est pour ça que finalement, ces choses-là, elles sont acquises pour nous, elles sont acquises pour les enfants, parce qu'on leur instruit ça depuis 2018. Sur le comportement à adopter, parce qu'ils ne seraient pas forcément avec nous, ou alors ils seraient un peu éloignés. Bon, en général, on essaye quand même en randonnée de rester plutôt proche. Ouais. Mais voilà, ils savent aussi quoi faire en cas de confrontation, en cas de rencontre avec un ours. Alors ça ne nous empêche pas de leur redire régulièrement, ça ne nous empêche pas aussi, nous, d'en reparler. Parce qu'en fait, il y a la théorie, et puis il y a la pratique lorsqu'il y a aussi l'adrénaline, la peur, parce que soyons honnêtes, si on se retrouve face à un ours qui montre des signes d'agressivité, il y a quand même de quoi avoir un peu peur. Voilà. Est-ce que nous, ça nous obsède? Est-ce qu'on a vraiment peur de cette rencontre, de cette situation? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Il faut savoir que des confrontations avec des ours, au final, il n'y en a pas tant que ça entre l'humain et l'ours. Il y a même des animaux dans ce secteur-ci qui sont plus dangereux que l'ours, qui font plus de blessés tous les ans. Par exemple, un orignal, un élan, au niveau des chiffres, il y a plus de blessés avec un orignal qu'avec un ours, au niveau des humains, par exemple. Lorsqu'on est dans le camping-car, là on est quand même en dur, on se sent quand même assez protégé. C'est vrai qu'on y pensait un petit peu plus avec Bonnie et Clyde, parce que vous le saviez, c'était quand même le but de venir jusqu'en Alaska avec Bonnie et Clyde. De vivre un peu plus à l'extérieur. D'être plus à l'extérieur, du coup on aurait eu plus de difficultés à avoir... des poubelles abritées, enfermées. C'est ça. Alors là, quand on est en bivouac sauvage, c'est plus dur. Maintenant, sur les endroits où il est autorisé officiellement de s'arrêter pour passer la nuit, il y a toujours des poubelles à ours. Toujours partout, ouais. C'est des poubelles spécifiques où il faut passer la main et débloquer une petite gâchette en dessous. L'ours ne peut pas passer sa patte en fait là. Donc lui, il ne peut pas aller chercher ce qu'il y a dans la poubelle. C'est pareil, il y a aussi toujours des endroits de stockage pour les denrées alimentaires. Des sortes de boîtes verrouillées en fait. C'est des boîtes métalliques verrouillées pour les aliments. Ça sert surtout pour les campeurs en tente. Voilà, les voyageurs en tente avec sac à dos. C'est sûr que c'est plus compliqué pour eux. Il existe ces structures-là. Mais tout est prévu en fait. Tout est prévu. J'ai oublié, plusieurs fois dans les parcs aussi, ils disaient même dans les véhicules en dur, de ne pas laisser d'aliments visibles à la fenêtre. Nous, par exemple, sur la table de salle à manger, de ne rien laisser en denrées alimentaires. Parce que peut-être que là, ils pourraient vouloir vraiment gratter. Voilà, ça c'était aussi marqué. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, c'est peut-être un peu décousu. On a balancé un peu comme ça nos idées. On a balancé tout ce qu'on sait sur le sujet. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais disons qu'on ne redoute pas ça. Et si c'était le cas, en fait, on saurait comment faire. En tout cas, on a la théorie pour le faire. Donc, on espère que ça se passera bien, forcément. Mais voilà, on n'en a pas peur, en tout cas. Je sais que si vous êtes un petit peu craintif, si en plus de la bombe à ours, il y a aussi des clochettes
qu'on met aux Qui chevilles. sont vendus un peu partout, dans les magasins de randonnée, au Walmart, au Canadian Tire, etc. Je ne sais pas si ça se met à la cheville ou au poignet, en réalité. Bon, peu importe, finalement, c'est pour les randonneurs peu bruyants, finalement. Qu'ils soient seuls ou Sans enfants. ou en couple, voilà, sans enfants. Je pense que la clochette peut être utile. Ça doit être un peu casse-pied, en Ouais. vrai. Mais si ça vous rassure, J'aurais un ça peu existe. l'impression de marcher dans un alpage. Mais si ça vous rassure, ça existe. Ça en existe. fait. Il y a moyen de faire du bruit en marchant. Un peu comme les éperons des cow-boys, finalement. Les éperons. Ah, quand ils marchent. Ah ouais. C'est un Bon, peu voilà. plus cruel avec l'animal, l'éperon. Ouais. On a fait le tour de la question concernant l'ours. Peut-être qu'on vous partagera une vraie confrontation dans les semaines à venir. Ça, on vous le dira. Disons que si elle est gentillette, peut-être qu'on pourra la filmer. Si c'est une confrontation agressive, c'est pas dit. On ne fera que vous la raconter. Que vous la racontez, oui. Bref, on est revenu à ce point ici parce que on l'aime beaucoup. Le secteur est très joli, très calme. Il fait beau en plus, on a une belle vue et on va pouvoir finir un petit peu de bricoler ce qu'on a commencé avant de tomber en panne niveau électrique il y a quelques jours là et de faire demi-tour. Et bien là on va pouvoir finir ça. Et pour tout vous avouer, on va aussi attendre début de semaine, peut-être mardi, qu'on ait touché notre paye pour pouvoir être sûr d'avoir assez d'essence pour aller jusqu'en Alaska. En fait, on est exactement dans la même situation que le mois dernier où on avait dit qu'on avait fait des grosses dépenses, donc on lissait tout ça. On est assez strict sur notre budget, donc Voilà, on attend un petit peu. On lisse un petit peu comme le mois dernier, et puis on reprendra la route tranquillement. Normalement, dès mardi, on reprend la route et on devrait passer la frontière mardi du coup, si on prend la route mardi. Oh oui. Si on la prend mercredi, on la passe mercredi, mais en tout cas, le jour où on part de ce bivouac, on est à 3h, 3h30, je dirais, de la frontière. Donc on devrait passer la frontière de nouveau, la frontière américaine, d'ici quelques jours. Il n'y a pas de raison. On est déjà rentré en Alaska il y a quelques jours. Oui, mais on a on est déjà ressorti. fait un petit crochet. Mais bon, ça reste un passage de frontière. C'est toujours un petit peu... c'est pas vraiment une angoisse, mais une petite appréhension plutôt. Voilà. Lorsqu'on se présente, on n'y va pas en pas les mains dans disant... les poches. C'est sûr. Non, on n'est jamais complètement sûr. Moi, On est toujours dépendant de la décision du douanier. toujours une légère appréhension. Il n'y a pas de raison, mais... Ouais, pas de raison. D'ailleurs, avant de clore cette vidéo, je vais montrer rapidement sur l'atlas qu'on a. Hein, tu vas me filmer. Ok. Et puis, on va montrer exactement Tu où veux aller on le est. chercher? Et le crochet. Alors, le crochet qu'on a fait en Alaska, je l'ai déjà montré sur une carte quand on était à Sagway, au Visitor Center. Mais je vais le remontrer parce que effectivement, nous sommes là au Canada, mais nous sommes déjà passés par l'Alaska avant de revenir au Canada et on va revenir en Alaska. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a souvent tendance à visualiser la carte avec l'Alaska en haut à gauche. Alors je parle pour les Européens, puisqu'on est au centre de la carte, c'est pas toujours le cas en fonction de où vous habitez sur le globe. Mais nous, l'Europe en général est au milieu, donc l'Alaska en haut à gauche, tout en haut du Canada. Sauf quand... séparé du reste des États-Unis par le Canada. Par le Canada. Sauf qu'en réalité, il y a une petite partie côtière qui descend le long du Canada. Et celle-là, on a tendance à l'oublier. Et c'était là qu'on était rentré la première fois. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous pouvez voir ici sur cette carte, cet atlas, que l'Alaska donc est ici. Mais en fait, il y a une toute petite partie qui descend ici le long des côtes et qui longe le Canada. Tout ça ici, un peu grisé, c'est le Canada. Donc nous, on est arrivé par cette route, on était descendu par ici et on était rentré en Alaska, ici à Skagway, pour prendre un petit ferry qui nous avait emmené à Haines. Et de Haines, on est remonté par là. Donc finalement, on a fait un tout petit crochet sur un tout petit morceau d'Alaska déjà. Mais là, la grosse partie visitable de l'Alaska, visitable en véhicule, hein, parce que finalement, on peut aller un petit peu partout, mais alors en avion ou en hélicoptère, c'est pas les mêmes prix. Et bien là, on va retourner par cette route, ici, puisqu'on a passé Haines Junction, là, de Whitehorse. Voilà, alors on est à peu près ici. Et on va passer en Alaska ici, avant de redescendre et visiter toute cette partie-là, remonter ici, pour ressortir par là. Voilà.
En gros, je ne vous fais pas l'itinéraire détaillé parce que vous savez bien qu'on fait ça au fur et à mesure, qu'on a une idée générale, mais que finalement c'est soumis à changement en fonction de nos humeurs, de notre véhicule aussi, de nos pannes éventuelles et d'une éventuelle varicelle ou d'un intérêt particulier pour un endroit qui nous ferait rester plus longtemps et zapper certains autres points d'intérêt. Voilà. Ah, les youtubeurs en bois, j'ai laissé le trépied là. Eh bien oui, on avait un trépied. Voilà les copains. Bon, tu reviens avec moi? Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on va passer une bonne soirée, un bon dimanche demain. Donc bah on vous souhaite à tous de faire pareil. Bon dimanche. Et on vous dit à la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.